Bonsoir, bonsoir, bonjour ou bonsoir pour ceux et celles qui viennent de nous retrouver. Merci, ravi de vous retrouver, vous le savez, comme chaque jeudi ici, même sur Télé Sud, et puis sur le numéro 23, tous les dimanches matin. Ravi de vous le trouver, vous savez, la page Facebook n'a pas changé, elle s'intitule « Ça fait débat ». Vous likez, vous commentez, et vous réagissez. Et puis Twitter, vous vous amusez à retweeter toutes les informations, c'est @CFDébat. Allez, au sommaire, vous savez, comme chaque jeudi, le sujet n'a pas changé, la mécanique n'a pas changé, c'est les sujets qui ont secoué la semaine. On va commencer par un sujet qui a retenu notre attention, il s'appelle la Centrafrique. La Centrafrique, pourquoi? Eh bien, on s'est intéressé vers un point de non-retour. Pourquoi? Pour quelles raisons? Les humanitaires. Pourquoi on s'en prend aujourd'hui aux humanitaires? On en parle tout à l'heure. Et puis, surtout après ces attaques, avec ces attaques, le conflit atteint-il un point de non-retour? Et puis, le deuxième sujet qui a retenu notre attention, Brazza-Kinshasa. Attention, les sœurs ennemies, c'est la question qu'on pose ici. Ce phénomène d'expulsion est-il récurrent? Y a-t-il une haine entre les habitants des deux villes? Comment Kinshasa participe-t-elle à l'expansion de Brazzaville? On en parle tout à l'heure. Et puis, la tournée de John Kerry. John Kerry qui fait parler de lui en ce moment. La déclaration du secrétaire empêchera-t-il Joseph Kabila de briguer un troisième mandat? Quelle influence ont-ils les États-Unis en RDC? On en parle tout à l'heure. Et puis, mon invité dans la seconde partie de cette émission, regardez bien cette belle couverture, il s'appelle Jean-Marc Pitt, il est grand reporter à France Télévisions, il est journaliste, et c'est son deuxième ouvrage, il s'intitule Usurpation, c'est aux éditions du Préau, on le reçoit tout à l'heure en seconde partie de l'émission. Le dicton n'a pas changé, ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti! Je sais que Gabriel, vous êtes un grand fan de ce... C'est parti. Gabriel Margal, journaliste, comment ça va? Ça va très bien, Adil Farkan. Tout va bien pour vous? Ça va, surtout à vos côtés, ça se passe très bien, merci. À vos côtés, et bien justement, un tout nouveau parmi nous. Il s'appelle Monsieur Salomon Cotreau. Vous êtes ancien député, vous? Tout à fait, ancien député de la République centrafricaine. Absolument, de la RCA. RCA. Tout se passe bien? Attention, c'est ça. Pas très bien comme on le souhaite. Monsieur le député, bienvenue. Et enfin, en face de vous, Monsieur Dreyfus Louyebo, vous êtes auteur et vous êtes consultant. C'est exact, Adil. Tout va bien? Tout va très bien. Farid Temsamani, on se connaît, vous êtes consultant et vous êtes aussi un acteur politique. Entre autres. Entre autres aussi également. Allez messieurs, sans tarder, nous allons commencer avec ce premier sujet. Vous pouvez vous aussi, celles et ceux qui nous regardent depuis la petite lucarne, vous nous commentez et puis vous réagissez à l'actualité. Tout de suite, ce premier sujet, on va parler de la situation en Centrafrique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les humanitaires. Parlons-en justement. Ce que je vous propose de découvrir, c'est ce premier sujet par la rédaction de Télé Sud, et plus précisément par Clémentine Pavlovski. Et on revient commenter le sujet tout de suite après. Regardez. En Centrafrique, une trentaine de personnes sont mortes et une dizaine blessées dans la localité de Mala, au nord-est du pays. Ces nouvelles tueries sont la conséquence de violents affrontements entre combattants de l'ex-Seleka et miliciens anti-Balaka. Des affrontements qui ont entraîné la fuite en brousse de centaines de personnes. Selon un officier de la force africaine en Centrafrique, la plupart des victimes sont des civils. C'est vrai que quand on voit ça, moi ça me choque. Ça me choque pour plusieurs raisons. C'est vrai que comment aujourd'hui on peut s'attaquer aux humanitaires? Tenez, monsieur le député, je vous donne la parole. Salomon Cotreau. Quand on voit l'image qui se passe à la télé, bien évidemment, et quand on entend la radio, ce qui se passe en Centrafrique dépasse l'entendement. L'entendement de plus d'un. Et la Centrafrique court effectivement danger. La Centrafrique est au bord du gouffre. La Centrafrique, ce qui se passe en Centrafrique, ça fait 1 an. C'est sans précédent. 1 an de chaos? 1 an de chaos, c'est sans précédent. Et quand on s'attaque désormais aux humanitaires, je pense que on est allé plus loin. Plus loin parce que... Pourquoi plus loin? Parce que les Seleka et les anti-Balaka, ceux-là, à un moment donné, ils s'attaquaient à la population. Ils allaient chez les gens, ils pillaient. Et maintenant, le pays est en voie peut-être de normalisation. Quand vous voyez la mobilisation internationale, quand vous voyez l'ONU, d'ailleurs, d'ici septembre, les casques bleus vont se débarquer en Centrafrique. Et quand on voit qu'il y a déjà le déploiement des forces sur le terrain, et ceux-là qui étaient hier les bourreaux de la population, et ils se tournent, comme ils n'ont plus rien à gagner, se tournent vers l'humanitaire parce que c'est la misère, pour aller s'attaquer aux humanitaires pour pouvoir... Vous êtes en contact, vous avez des connexions là-bas, sur place? Est-ce que vous êtes, par exemple, en relation avec quelques-uns de vos amis politiques? Qu'est-ce qu'ils vous disent, d'ailleurs, lorsque vous les appelez, ou par téléphone, j'imagine? Quelle est la première chose qui vous frappe lorsque vous avez cet échange par téléphone? La désolation. La désolation, simplement parce que on croyait avec l'arrivée de Samba Panza, qui est élu par le CNT il y a 3 mois,
Je crois qu'aujourd'hui, en venant, elle est en train de faire un discours pour présenter son bilan de 100 jours. On croyait, avec son avènement à la tête du pouvoir, que les choses allaient s'améliorer. Mais on se rend bien compte que, malgré tout, le pays s'enfonce. Est-ce que le gouvernement n'a pas mieux fait son travail? Est-ce que les Centrafricains aiment ce pouvoir qui est en place? Est-ce qu'il y a encore d'autres solutions? C'est la question que tout le monde se pose. Mais on en parle aussi dans Ça fait débat. Farid Temsamani, vous, on vous connaît avec votre regard très pointu concernant le continent africain. Et plus précisément, vous, comment vous analysez, comment vous interprétez lorsqu'on s'attaque directement aux humanitaires? C'est vrai que quand même, c'est désolant. On peut être choqué quand même. On peut être que choqué lorsqu'on s'attaque à des gens qui sont censés venir aider la population qui subit déjà énormément. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un camp comme dans un autre, c'est-à-dire que les anciens ou les soutiens des anciens Séléka, justement, disent qu'un certain nombre d'humanitaires soutiennent l'autre camp. Et vice-versa, vous avez les soutiens, ou en tout cas l'immense majorité de la population, parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte, notamment d'un point de vue religieux, même si la Centrafrique n'a jamais eu de conflit d'ordre religieux. Force est de constater qu'on y va droit devant, malheureusement. Et ceux-là vous disent, eh ben voilà, vous êtes en train de soutenir parce que ceux qui souffrent, tout le monde, l'ensemble de la population souffre aujourd'hui, mais on a vu un certain nombre d'exactions, notamment les populations musulmanes fuir un certain nombre de pays, sous la protection d'ailleurs des forces internationales, qui est une aberration parce qu'on est incapable de les protéger là où ils vivent, et on dit on va vous déplacer. Aujourd'hui, la grosse difficulté, notamment de la Centrafrique, c'est que cette minorité musulmane qui n'a pas demandé, je fais bien la distinction entre les Centrafricains de confession musulmane et les ex-rebelles de la Séléka qui, eux, sont venus, que ce soit du Tchad ou du Soudan, ou même parfois d'ailleurs, qui sont également de confession musulmane. Et vous avez l'ensemble de la population, notamment musulmane, qui subit et qui aussi se défend. Et du coup, vous avez un mélange qui est assez... On parle d'exode de plus en plus maintenant, de la communauté musulmane. Complètement. Vous avez beaucoup de Centrafricains qui n'ont aucun lien, par exemple, avec le Tchad, et qui aujourd'hui se retrouvent au Tchad ou dans d'autres pays voisins. Et donc, c'est assez désolant. Et malheureusement, je pense que tant que le pouvoir actuel, justement, n'a pas pris conscience de cette nécessité de vraiment bloquer ces exactions dans un sens comme dans un autre, je pense qu'on va droit vers la catastrophe, encore une fois. Gabriel Barga, si on considère que les humanitaires stoppent leurs actions, qu'est-ce qui risque de se produire? La population qui fuit désormais? Vous envisagez un scénario pire à une situation qui l'est déjà. C'est un peu trop là d'en parler aussi. C'est déjà une situation plus que dramatique. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce que quand on est engagé dans la spirale de la violence, de l'aveuglement, de la haine tous azimuts, parce qu'on ne sait même plus pourquoi on tue qui, quand on en est déjà là, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et qui peut intervenir? Ceux qui peuvent intervenir en faveur de la Centrafrique, d'un rétablissement de la paix, c'est trop précoce peut-être de parler de paix aujourd'hui, mais de stabiliser un peu les choses. Ceux qui peuvent intervenir, est-ce qu'ils sont tous réunis? Vraisemblablement, ils sont là, mais est-ce qu'il y a toute la logistique? Il semble qu'elle se déploie. Est-ce qu'il y a une volonté politique sincère et commune, partagée entre toutes les parties? C'est très variable, selon les uns et les autres. En aparté, avant l'émission, avec l'ancien député, on parlait du rôle des pays voisins, par exemple, et il saluait le rôle d'un pays qui se trouve par hasard, je ne suis pas là pour en faire la promotion, être le mien, le Cameroun, qui jouait sa partition comme pays qui avait sécurisé le corridor, le poumon économique en fait du pays, parce que c'est un pays enclavé, et puis en termes d'asile, d'accueil même des réfugiés centrafricains, etc. Si tout le monde jouait sa partition, beaucoup jouent leur partition, le Congo-Brazzaville, le Gabon, en finançant beaucoup la Centrafrique depuis qu'elle va très mal. Le problème semble être plus proche du Tchad ou sur sa frontière congolaise, puisque le Congo lui-même est très mal en point, donc ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est vrai que la Centrafrique se retrouve aujourd'hui plus que jamais à avoir besoin des autres. L'escalade, la violence, le chaos
On ne peut aller que vers ça parce que ce sont des gens qui tirent profit du chaos. Le chaos, on y est, hein, et monsieur. ils sont... Gabriel Barga, le chaos, on y est, là. Hein. On est même au-delà. On est en train d'assister au chaos, là. C'est le chaos politique, c'est le chaos économique en Centrafrique. On est peut-être même au-delà parce que ces gens-là, ils vivent du chaos. Donc, tout ce qui rapproche la Centrafrique de la paix les met en difficulté. Finalement, est-ce que la communauté Dreyfus, Louyebo, est-ce que la communauté internationale, finalement, est-ce qu'elle ne devrait pas quitter la Centrafrique? Non, la communauté internationale n'a aucune raison de quitter la Centrafrique pour la simple et bonne raison que nous avons là affaire à une situation qui ne peut plus durer. Il faut que ces exactions cessent immédiatement. Et c'est également le rôle de la communauté internationale, avec bien évidemment les partenaires de l'Union africaine, d'apporter l'aide nécessaire au développement et à la réconciliation des populations centrafricaines. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'il y a des crimes, qu'il y a des vols, qu'il y a des viols, qu'il y a effectivement des guerres tribales, des guerres religieuses entre les deux populations, les deux fractions des populations centrafricaines. Nous pensons que la communauté internationale doit plus que jamais mettre tout son poids sur la table pour résoudre, bien évidemment, ce conflit qui ne peut plus durer. Alors, je sais que vous voulez prendre la parole, il y a Salomon. Alors, justement, attendez, je vais essayer de distribuer la parole, s'il vous plaît, Gabriel Barga. Allez-y. Je donne la parole à Salomon Kotro. Et ensuite à Farid Tamsamani. C'est important, et ça ne va pas dans le sens de la polémique. Quand on dit les humanitaires, il faut savoir qui sont les humanitaires. C'est très important. Parce qu'on l'a vu, par exemple, au Mali, certains qui sont considérés comme des humanitaires peuvent être en même temps taxés de financer... Parlons par exemple du Qatar, le rôle que le Qatar joue dans certains pays. Il faut toujours savoir qui sont les humanitaires, parce que humanitaire, c'est quelque chose de globalisant, en même temps dont on ne distingue rien. Je ne dis pas qu'on a raison. Pas qu'il faut s'en prendre à eux. Non, non. Non. Attention à ce que vous dites, Gabriel Barga. Vous allez révolter certaines de ceux qui nous regardent. Hein. Ne cherchons pas la polémique. Quand on fait là, pour le coup, vous l'avez cherché, la polémique, Gabriel Barga. C'est vous qui prenez cette direction parce que j'avais même pas fini mon propos. Quand on fait de l'analyse, il faut analyser tout. On parle de ceux qui interviennent en Centrafrique, et il faut parler des humanitaires, et il faut parler des Centrafricains eux-mêmes. C'est-à-dire que les Centrafricains eux-mêmes aujourd'hui, quelle est la part qu'ils doivent apporter à cette paix en termes de capacité à se dépasser pour se réconcilier. Et les humanitaires, il faut dire qui sont les humanitaires, parce qu'il y a aussi un business dans l'humanitaire. Et il y a aussi dans l'humanitaire de la politique dans l'humanitaire. L'humanitaire n'est pas un truc qui est simple et dont on ne doit jamais parler. Non, mais c'est vrai. Et dont on ne doit jamais parler. Quand on fait l'analyse, on analyse tout. Ça ne justifie pas qu'on s'en prenne à eux, et surtout pas ceux qui mettent la Centrafrique à feu et à sang aujourd'hui. Salomon Kotro. Le problème de Centrafrique, je pense que c'est simple. Bon, malheureusement, on n'est pas là pour proposer des solutions, on est là pour parler des humanitaires. Il faut proposer des solutions, on est aussi là pour ça. Tout à fait, bon, je vais en arriver là. Le problème de Centrafrique, c'est que le problème qui se passe en Centrafrique, la solution ne peut pas que venir de Centrafrique seule. La Centrafrique aura besoin d'abord de la sous-région. La sous-région, y compris la CEMAC d'abord, ceux qui se sont réveillés très tôt pour soutenir la Centrafrique. La preuve en est que la médiation de résolution de la crise centrafricaine est confiée au président congolais Denis Sassou Nguesso, qui se bat avec ses autres pairs pour apporter la paix. Bon, le problème de Centrafrique, c'est qu'il faudrait que les Centrafricains aient des esprits d'ouverture. La raison pour laquelle, en tant qu'ancien député, j'avais imaginé, on avait réfléchi, on a mis en place en France une association qui s'appelle Ubangui Chari pour le vivre ensemble. Et c'est moi qui suis le président. Cette association est composée des Tchadiens et des Centrafricains de la diaspora pour donner un autre symbole. Un symbole de fraternité, un symbole d'union, un symbole d'unité, un symbole de solidarité et un symbole de vivre ensemble. Mais ça reste pas que des mots, ça ? Non, on est en train vraiment de vouloir y travailler. On a des projets pour descendre sur le terrain, aller rencontrer les déplacés. Mais attendez, monsieur le député, monsieur l'ancien député, là, en ce moment, là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le chaos. On est en train d'assister à l'exode de la communauté musulmane. Et notamment, vous avez cité le Tchad. Vous voyez bien la proximité, là, justement, on en parle. Et vous venez nous dire ici, de façon très sereine, qu'on peut parler de vivre ensemble. Je vais abonder dans ceux qui vous regardent depuis la Centrafrique vont être se vivre ensemble, il faut se vivre ensemble. De quoi nous parle ce politique? Se vivre ensemble, c'est que si on ne passe pas par le vivre ensemble, la paix n'est pas proche. C'est que ce vivre ensemble qui avait toujours existé, il faut le ramener. Et ça, c'est le devoir du pouvoir. En deux secondes, après je laisse la parole. Ils sont dans le sens même.
Quand ils disent Ubangui Chari, parce qu'il faut qu'il explique pour tout le monde, Ubangui Chari, c'est la région historique qui englobait ces deux pays. Donc, le sens même d'Ubangui Chari, il est important. C'est pour rappeler que ce sont des pays frères et qu'on arrête de prendre les gens pour des balakas, des étrangers. Donc, ils sont dans le sens même où il faut aller, le sens de l'histoire et de l'identité. C'est vrai, c'est important de souligner ça. Farid Temsamani, on passe au second sujet de Ça fait débat. Bon, moi, je veux bien qu'on puisse discuter, éventuellement de proposer des solutions à moyen et à long terme. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Et l'urgence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous avez, quels que soient les camps, quelles que soient les ethnies, quelles que soient les régions, vous avez des gens qui se font massacrer. Je ne parle même pas de ceux qui... les urgences commandent des solutions aussi. Et voilà, et justement, les solutions, elles sont de deux ordres, à mon sens. Premièrement, c'est la communauté internationale. Or, aujourd'hui, on va le dire clairement, l'Europe est très peu présente. On a laissé la France y aller, mais la France n'a plus les moyens véritablement humains, financiers, etc., de véritablement maintenir. Et puis, je pense que la clé, elle consiste entre deux personnes qui sont le président, effectivement, Sassou Nguesso, qui a son rôle à jouer là-dessus, mais surtout, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, c'est le président tchadien. Le président tchadien, Idriss Déby, qui, lui, a la véritable clé. Pourquoi il a la véritable clé? Parce qu'il est responsable aujourd'hui de la situation centrafricaine du sujet, en partie. Mais la vérité, c'est celle-ci. C'est dans un sens. Dans l'autre sens, on le considère comme juge et parti. Pour revenir aux humanitaires, tout le monde... Ça se discute. Tout le monde a en mémoire celui qui a lâché l'ancien président Bozizé, pardonnez-moi, c'est Idriss Déby, puisqu'il le maintenait à flot, c'est lui qui l'a lâché, et c'est lui qui a permis indirectement... de tout le monde, et surtout de tous ses voisins. On est d'accord. Juste pour revenir aux humanitaires. Les humanitaires... Allez, messieurs. Juste pour conclure, les humanitaires qui œuvrent aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est qu'ils œuvraient avant même cette crise. Les humanitaires aujourd'hui, c'est pour ça que le parallèle, pardonne-moi Gabriel, le parallèle avec le Mali et notamment un certain nombre d'humanitaires soutenus par des pays du Golfe n'est absolument pas, n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que ces humanitaires-là étaient déjà présents. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à s'interroger sur le rôle des humanitaires globales, etc. Mais honnêtement, ceux qui apportent de l'aide, soit matériel, financier, etc., qui sont déjà eux-mêmes dans une situation parfois très difficile, on ne peut pas, dans le cadre de la Centrafrique, les taxer d'autre chose. Allez, messieurs, non, on est très en retard. S'il vous plaît, Gabriel Mbarga. Ce n'était pas un parallèle. S'il vous plaît, vraiment, il faut qu'on avance, on est très en retard. On analyse tout, y compris les humanitaires. Gabriel, s'il vous plaît, on doit absolument aborder ce second sujet. Vous allez voir, c'est un sujet aussi qui a fait polémique et qui continue à provoquer une polémique. On va en parler notamment avec Dreyfus Louyebo. Vous savez, il y a des images qui vont défiler. Je pense que je ne sais pas si on est en mesure de proposer à nos téléspectateurs qui nous regardent un court extrait, vous savez, d'une vidéo amateur. Vidéo amateur, je ne sais pas si on peut la diffuser, mais regardez, ces images-là qui vont peut-être heurter la sensibilité de certains de nos téléspectateurs. Brazza, Kinshasa. Est-ce qu'il y a une haine? Clairement, je pose la question, entre les habitants des deux villes. Dreyfus Louyebo. Non, bien évidemment, il n'y a aucune haine entre les habitants du Congo-Brazzaville et les habitants du Congo-Kinshasa. Il s'agit là de deux pays frères, dont les capitales sont bien évidemment les plus proches de ce monde, et c'est la raison pour laquelle... Ils sont tellement frères qu'il y a un phénomène d'expulsion quand même. Hein. Non, mais attendez. Attendez, moi je veux bien, mais là, il ne s'agit pas de 10 personnes, il s'agit de milliers de personnes. Non, attendez, il faut être relatif sur ce qui se passe concrètement sur la situation sur le terrain. Actuellement, il y a effectivement un problème d'interprétation des textes. Dans tous les pays de ce monde, lorsqu'effectivement nous constatons qu'il y a certaines personnes qui n'appliquent pas concrètement les règles et qui n'obéissent pas aux lois d'une république, bien évidemment, c'est normal que ces personnes-là, à un moment donné, puissent répondre devant la loi et puissent faire preuve, si nécessaire, de mesures d'expulsion. C'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas dans tous les pays qui, bien évidemment, sont dans une logique de prôner la démocratie et la souveraineté de leur État. Donc, en ce qui concerne la situation actuelle entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, ce sont des pays frères, encore une fois, et il n'y a aucune animosité. Est-ce que ce phénomène, alors justement, je pose la question, est-ce que ce phénomène d'expulsion, est-ce qu'il n'est pas finalement récurrent? Qui veut prendre la parole? Allez, Salomon Koto. Malheureusement, l'unité africaine, on ne voit pas très bien, surtout dans les pays... C'est chaud là en ce moment. Oui, dans les pays... On le dit pas, mais c'est extrêmement chaud. De l'Afrique centrale qui compose les deux Congos. Quand on voit ces images, quand même, on se pose des questions. Mais bon, il faut aussi dire que ces deux pays sont
purement indépendant et qui agit en toute souveraineté. Et donc, quand on voit ce qui se passe au Congo-Brazza, j'ai lu en diagonale, j'ai vu que c'était pour un contrôle d'immigration parce qu'il y a trop de banditisme au Congo. Mais quand on voit quand même c'est beaucoup récurrent, il faut se poser la question, ou alors mettre des contrôles, des services de contrôle au niveau de la frontière pour empêcher ces gens-là de rentrer et que ces problèmes ne soient pas récurrents et que cette humiliation du... Non, il n'a pas l'air d'accord. Farid Msamani et ensuite après la réponse de Dreyfus Luyebo. Non mais attendez, ça fait débat justement. Ça fait débat. Dans le concret, les habitants de la République démocratique du Congo ont un laissez-passer pour pouvoir accéder notamment à la capitale d'en face. La vérité c'est quoi? C'est qu'il y a un développement qui est inégal entre les deux capitales, entre Brazzaville et Kinshasa, qui est clairement... Il y a le plus riche, non mais disez-le, il y a le plus riche Brazzaville. Quand on connaît le plus riche Brazzaville. Quand on connaît les deux, donc vous avez Brazzaville la riche et Kinshasa la pauvre. Ce qui historiquement n'a pas toujours été dans ce sens-là. Vous avez parlé tout à l'heure notamment, est-ce que c'est récurrent? Moi j'ai en mémoire, lorsqu'on connaît un peu l'histoire de ces deux pays-là, après l'indépendance notamment, à l'été 64, vous avez eu un phénomène inverse. Vous avez eu les Congolais de Brazza qui avaient été expulsés de Kinshasa en direction de Brazzaville. Or, aujourd'hui, vous avez une évolution des deux capitales, c'est un fait indéniable lorsqu'on connaît ces deux capitales, qui économiquement ne sont pas du même niveau. La question qu'il faut véritablement se poser, c'est pourquoi aujourd'hui les autorités de Brazzaville ont décidé d'enclencher ce mécanisme qui très vite va se réguler, très vite va se calmer. Pourquoi? Parce que c'est de la diplomatie. Il faut vraiment comprendre. Calmer les manifestations commencent à prendre de l'ampleur. À Paris, à Londres et partout dans le monde. Oui, c'est tout à fait naturel et tout à fait normal. Parce que ce sont des milliers de personnes, alors quelles que soient les raisons qu'on donne officiellement, qui sont aujourd'hui déplacées, qu'on renvoie de l'autre côté. Mais dites-vous bien une chose, c'est qu'à Brazzaville, on a besoin aussi de ces populations-là, en termes de main-d'œuvre, etc. Donc, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu du cinéma à l'heure actuelle. Ça va très vite rentrer dans l'ordre. Néanmoins, il y a des raisons. Il y a des raisons qui sont beaucoup plus. C'est pas un peu provocateur de dire du cinéma? C'est aussi ça la diplomatie. C'est à un moment donné qui trinque quand même. C'est Denis Sassou Nguesso qui, à un moment donné, montre aussi qu'il est le patron. Par rapport à M. Kabila, qui, pour la petite histoire, a reçu John Kerry, qui, de l'autre côté, n'était pas prévu d'atterrir de l'autre côté du fleuve. Donc il y a tous ces éléments-là qui doivent rentrer en compte. Je distribue la parole. S'il vous plaît, Farid. Vraiment, on a bien compris. On s'éloigne un peu du sujet. Là, je pense qu'on s'éloigne un peu. Pour quelle raison on s'éloigne du sujet? Premièrement, effectivement, comme vous l'avez signalé, souligné, ces expulsions ne sont pas récurrentes. Mais effectivement, il est vrai qu'en 1964, c'était sous le régime de Moïse Tshombe, au Congo-Kinshasa à l'époque, qu'un certain nombre de Congolais de Brazzaville avaient été expulsés. Et puis, il y a d'ailleurs ce même phénomène, plus récemment, en Angola notamment, où là encore, des Congolais de Kinshasa ont été expulsés de l'Angola. Il s'agissait d'un peu plus de 30 000 qui, en un mois, ont fait l'objet d'une expulsion vers leur pays d'origine. Alors, ce n'est pas tant une animosité envers les Congolais de Kinshasa, il s'agit là de lutter contre le grand banditisme et il s'agit de lutter contre l'insécurité. Le gouvernement congolais a décidé bien évidemment de prendre les mesures nécessaires lorsqu'on a constaté qu'il y avait une recrudescence de la délinquance. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'autre côté de la capitale un gang, un phénomène qu'on appelle les Kuluna. Ces Kuluna-là sont des personnes qui ont fait l'objet au Congo-Kinshasa d'une opération policière qui les a conduits à rejoindre la frontière du Congo-Brazzaville. Et c'est la raison pour laquelle... Alors il y a un énorme risque. Est-ce que ça risque pas de stopper les relations diplomatiques entre ces deux? Les relations diplomatiques... on parle de ça, on frôle là. Les relations diplomatiques ne seront pas stoppées et nous avons besoin de nos frères du Congo-Kinshasa. Pour votre exemple, pour être plus pragmatique encore une fois, lorsque l'on parle d'expulsion, il faut s'agir de combien il s'agit et combien de Congolais de Kinshasa résident actuellement sur le territoire du Congo-Brazzaville. Au niveau, je vais en arriver, au niveau justement des expulsions, nous avons 40 000
Congolais de Kinshasa aujourd'hui qui ont fait l'objet d'une reconduite à la frontière ou qui sont... Donc vous dites que les bandits qui œuvrent de l'autre côté sont Attendez. Moi, ça me paraît léger ce que vous dites. Dreyfus Loyebo. Attendez. Franchement, c'est vrai. Je vous ai volontairement laissé finir. Mais ça me paraît... Non, mais franchement, reconnaissez-le quand même. Laissez-moi terminer. Dreyfus Loyebo. Laissez-moi Mais je ne terminer. peux pas vous laisser finir. Je vous ai laissé volontairement. Monsieur Farkan, je ne Mais peux pas... volontairement, je vous ai laissé exprimer votre pensée. Monsieur Farkan, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique. Ça vous permettra d'avoir un peu plus d'éléments, parce que j'ai des éléments pragmatiques du terrain, notamment. Lorsque l'on parle des Koulouna, bien évidemment qu'ils ne représentent pas 40 000 personnes. Il s'agit d'une opération décidée par les autorités de Brazzaville de façon à contrôler un peu plus les différentes personnes qui circulent sur le territoire. Il n'y a pas que... Monsieur Farkan, il n'y a pas que les Congolais de Kinshasa. Mais c'est pas une histoire de gang qui nous amène à cette relation des deux autorités. Attendez, il n'y a pas que les Congolais de Kinshasa. Il y a également les Tchadiens, il y a également les Centrafricains, il y a également les Sénégalais, les Maliens. Toutes les personnes qui vivent actuellement sur le territoire national du Congo-Brazzaville, comme tous les citoyens bien évidemment, font l'objet de mesures de contrôle. Et c'est le cas actuellement. Je reviens sur les chiffres. Permettez-moi de revenir sur les chiffres. Actuellement, il y a 40 000 personnes qui ont regagné la capitale Kinshasa. Mais ces 40 000-là, ça ne représente que près de 8% du nombre de Congolais vivant actuellement à Brazzaville, de Congolais de Kinshasa vivant actuellement à Brazzaville. Ce qui veut dire qu'il y a encore 92% qui résident actuellement au Congo-Brazzaville. Et il faut penser à ces personnes-là. Ça représente plus de 500 000 personnes encore sur le territoire. Gabriel Mbarga, vous vous êtes très peu exprimé là-dessus. Quel est votre point de vue? J'ai entendu des mots. Ce sont des pays frères. La preuve, ils s'appellent tous les deux Congo. C'est un même pays. Historiquement, il se trouve que l'un, du côté de Kinshasa, a été colonisé par les Belges, et l'autre, le Congo-Brazzaville, par les Français. Par les Français. C'est ce qui les a séparés, au-delà du fleuve Congo, qui les sépare et qui a quand même les deux frontières, les deux capitales qui se font face. Ce sont des frères. Donc nous assistons là à des drames des frontières coloniales que l'Afrique n'arrive pas à surmonter après toutes ces années. Ni par une volonté politique, ni par une volonté régionale. C'est vrai, il existe des souverainetés aujourd'hui, des pays, des territoires, avec des lois qu'il faut respecter, sans doute. Mais c'est vrai que l'idéal est panafricain, et même historique, de la Renaissance africaine, commande que nos enfants ne fassent plus ce genre de choses. C'est-à-dire que si on n'est pas dans un espace où les gens peuvent circuler, ça pose problème. Parce que, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Il s'est passé un certain nombre d'expulsions. Les autorités congolaises, qui sont bien... j'ai failli dire représentées par la voix de M. Loubeyo ici, en termes de point de vue. En termes de point de vue, ça fait sourire Farid Temsamani, attention. Hein. On fait valoir... Ils n'ont pas l'air d'accord. J'observe. On fait valoir le point de vue qu'il a soutenu. C'est vrai, c'est un point de vue légaliste, souverainiste, c'est vrai. Mais au-delà. Et aujourd'hui, on en est à dire, il y a le Congo pauvre, il y a le Congo riche. Non. Mais le pays le plus riche d'Afrique, c'est le Congo-Kinshasa, justement. Mais il se trouve qu'il est en proie à une guerre sans fin, à des tortures sans fin, et que même, historiquement, c'est le pays qui a été le plus saigné dans l'histoire par l'esclavage. Absolument. Et ce n'est jamais fini, parce qu'il est trop riche. D'ailleurs, on l'appelle le scandale minier, pour parler de manière un peu ironique. C'est triste d'en arriver là. Et aujourd'hui, on a cette population qui est nombreuse contre le Congo-Brazzaville, qui est beaucoup plus petit en taille et en nombre d'habitants, eh ben, qui fait peur. Comme tous les phénomènes de masse, il fait peur. Il y a du pétrole là-bas, il y a la guerre de l'autre côté, et puis bon, on attend. On attend de voir, mais j'espère que nos enfants ne feront pas ça. Allez, messieurs, avant de passer à ce sujet concernant John Kerry et sa tournée, vous vouliez dire quelque chose, mais en quelques secondes. Quelques secondes, monsieur. Oui, je pense que ce qu'a dit mon frère du Congo, c'est légitime. Mais le problème, c'est qu'il faut voir le plan humanitaire. Je pense que le Congo-Brazza, que j'ai beaucoup de respect pour ce pays, n'est pas à sa première prise de décision de ce genre. On en a vu quand j'étais encore en Centrafrique, les Tchadiens ont été expulsés comme ça. Et donc, il ne faut pas que ça soit une habitude pour un pays
qui est dans le sphère de la CEMAC, même si le Congo-Kinshasa ne fait pas partie de la CEMAC, mais quand même, qui sont des pays frères. Mais bon, il faut avoir garder raison. Je ne peux pas vous laisser dire ça. D'utiliser ce... Allez, messieurs. Les deux pays... En politique, le moment est toujours important. Le moment. On crée un incident, alors que le débat aujourd'hui au Congo, c'est la modification constitutionnelle. On ne crée aucun incident. Les deux pays sont des pays frères. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous devons appeler à la réconciliation. D'ailleurs, pour votre information, les députés du Congo-Kinshasa ont été reçus à Brazzaville pour essayer de trouver une solution à ce problème actuel. C'est donc la raison pour laquelle, encore une fois, ce que nous devons privilégier entre les deux Congos, c'est le vivre ensemble et la diplomatie entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa ne cessera pas parce que nous sommes éternellement liés de par notre culture, mais aussi de par notre musique, de par tout ce que nous partageons et tout ce que nous avons en commun. Messieurs, allons, on va traiter ce troisième sujet qui a retenu notre attention dans Ça fait débat avant de recevoir, vous savez, Jean-Marc Pitt, grand reporter à France Télévisions. Et il en est à son deuxième ouvrage, ça s'intitule Usurpation, on en parle tout à l'heure. Belle couve, vous aimez bien la couve ? Belle couverture, je trouve. Hein. Elle est belle. Hein. On en parle tout à l'heure en deuxième partie de l'émission. Messieurs, tournée de John Kerry. Attention, le grand John Kerry. Sans jeu de mots, hein, il est vraiment grand. La déclaration du secrétaire empêchera... Est-ce qu'elle empêchera, finalement, Kabila de briguer un troisième mandat? Mais ce que je vous propose avant de... Je vous vois là, vous êtes prêts à venir décrypter cette actualité. Je vous propose de regarder ce sujet de reportage dont le récit est de Moïse Munkoro. Depuis le début de la semaine dernière, John Kerry est en Afrique. Éthiopie, Soudan du Sud, République démocratique du Congo et puis sa dernière étape, l'Angola. Dans ces pays en plein essor, l'objectif de John Kerry est clair, renforcer des investissements américains. Même si les Américains entretiennent d'excellentes relations avec l'Angola, Washington est le deuxième partenaire économique du pays derrière la Chine. Chine et États-Unis, la guerre qui se livrent les deux géants mondiaux sur les continents africains est plus que jamais visible. En août prochain, le sommet États-Unis-Afrique devrait être suivi de près par les Chinois. Justement, parlons-en. Est-ce que finalement, alors on voit bien la journée de John Kerry, il est là, il rencontre les chefs d'État. Enfin, est-ce que c'est finalement, Farid Tamsani, je vous donne la parole, Tamsamani, pardon, est-ce que ça empêche Kabila de briguer un troisième mandat, pardon? L'avenir nous le dira. Malheureusement, je pense que la modification de la Constitution sera... Ma question va être encore plus claire. Est-ce que les Américains ont de l'influence là-dessus en RDC? Non, sur Kabila et la non-modification de la Constitution, malheureusement, je ne le pense pas. Les Américains essaient de revenir, puisque effectivement, ils voient clairement que la Chine a pris énormément de positions d'un point de vue de l'influence, que ce soit économique, militaire ou politique. Et aujourd'hui, la guerre que... John Kerry, mais aussi le séjour de Barack Obama à l'été dernier, est clairement cette concurrence face à la Chine. On avait traditionnellement un certain nombre de pays qui avaient été délaissés par les États-Unis au profit de la France, qui était de manière un peu cavalière, qui était une sorte de partition. Aujourd'hui, la France est engluée, que ce soit au Mali ou en Centrafrique, donc du coup, est incapable de mener sa politique avec le gouvernement actuel que nous avons justement sur le continent africain. Les États-Unis voient que la Chine, clairement, a pris position. Et il ne faut pas se mentir, d'un point de vue économique, les États-Unis, à part la sécurisation d'un certain nombre de leviers pétroliers, notamment sur le golfe de Guinée ou sur le sud du continent, sur la traversée du sud du continent, clairement, économiquement, ils n'ont pas besoin de l'Afrique. Néanmoins, aujourd'hui, ils sont obligés... Vous arrêtez tout de suite. Farid Tamsamani, je ne suis pas sûr. Gabriel, comment tu expliques la tournée de John Kerry alors? Je vais vous dire pourquoi. Mais si, attendez. C'est très simple. Lorsque on s'aperçoit aujourd'hui des flux économiques, que ce soit dans les deux sens. Et pourtant, pour un certain nombre de pays, vous avez des accords de libre-échange entre les États-Unis et un certain nombre de pays africains. Clairement, les flux ne sont, pour les États-Unis d'Amérique, je ne dis pas que pour les Africains, ça n'est pas important, mais pour les États-Unis d'Amérique, ça n'est pas aujourd'hui quelque chose de primordial. Néanmoins, lorsque l'on voit les investissements qui sont faits par la République populaire de Chine. Les Américains sont obligés de rentrer dans le jeu. Les Américains, et je terminerai là-dessus, les Américains, il y a deux zones qui les intéressent principalement. C'est notamment le Sahel, parce que c'est notamment la recrudescence
du terrorisme globalement, et la Corne de l'Afrique, parce que n'oubliez pas que la Corne de l'Afrique représente justement cette proximité avec un certain nombre de pays du Moyen-Orient. Et c'est exactement les deux grosses zones géographiques qui les intéressent. Néanmoins, en termes de diplomatie d'influence, ils ne veulent pas se laisser couper le pion par la Chine. Ça fait débat justement. Gabriel Mbarga, vous n'êtes pas d'accord? Les intérêts, on va peut-être sortir du sujet 2 minutes, parce qu'il a soulevé quelque chose d'important. Les intérêts américains en Afrique sont très importants. Et ils vont être crescendo dans l'avenir. Je vais même les lister. À part le golfe d'Aden pour la sécurisation du pétrole qui passe par là, à part le Sahel pour combattre, dit-on, à tout va, le djihadisme, il a bon dos aussi le djihadisme, pour s'implanter, pour installer des bases militaires, etc. Ce sont des intérêts aussi, des intérêts stratégiques. Les États-Unis, on le sait depuis le 11 septembre, ont décidé de diversifier leurs sources d'approvisionnement en pétrole. Et c'est l'Afrique qui est ciblée. Donc, depuis le 11 septembre, et même avant, les Américains ont commencé d'augmenter donc en plus, depuis le 11 septembre. Leur pétrole en provenance de l'Afrique. Gabriel, dis-nous en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente? Ce n'est pas une histoire où on est là pour parler de chiffres. On reparle en termes... L'ensemble du pétrole africain à destination des États-Unis, combien représente-t-il? Si vous êtes venu avec des chiffres, on est venu avec des inflexions. Les États-Unis ont décidé d'augmenter, et c'est le cas. Ça, c'est vrai. Si vous avez besoin de chiffres pour dire « j'ai le chiffre précis », ce n'est pas une histoire de chiffres précis. Si vous voulez... Ce que moi, je vous dis, Gabriel, c'est que... Vous avez parlé. L'ensemble du pétrole africain... Vous avez parlé. Oui. D'accord. L'ensemble du pétrole américain n'était pas la part importante des exportations américaines de pétrole, parce que ça vient principalement du Moyen-Orient, on le sait tous, mais on sait aussi qu'à cause d'un certain nombre de peurs au Moyen-Orient, les Américains se sont dit... on va pas mettre tous les œufs dans le même panier, on va prendre du pétrole en Afrique. Mais tu as raison. Un petit peu plus. Voilà. Et il n'y a pas que du pétrole en Afrique. Il n'y a pas que du pétrole, il y a les ressources minières. C'est ça, c'est ce que j'allais allez-y. Je finis avec la RDC. Est-ce que modification constitutionnelle ou pas? Il faut qu'on arrête avec ça. C'est-à-dire que les Africains doivent prendre des décisions en fonction de ce que pensent les Occidentaux. En gros, si les Congolais ne sont pas capables de dire à Joseph Kabila aujourd'hui, tu ne dois pas te présenter, c'est grave qu'on en soit encore là. En plus, les Occidentaux, quand ils arrivent toujours avec un jeu très pervers. Ils savent pertinemment que Kabila veut changer la Constitution, on vient lever les enchères. En gros, on ferme les yeux si tu laisses un certain nombre de business s'installer. C'est toujours la même chose. Alors on nous bassine avec États-Unis et Chine et puis je ne sais pas quoi. Ils ont plus que des intérêts en Afrique, et l'Afrique, c'est le continent de demain. Tout le monde le sait. Tout à fait, j'avais abondé dans le même sens que mon frère de gauche. Je pense que l'Afrique, même statistiquement, les grands économistes prévoient l'Afrique comme le continent de demain, l'avenir de demain. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est le cas. Je crois que la tournée de John Kerry, c'est purement géostratégique, moi je trouve. Parce qu'à un moment donné, l'Afrique a été abandonnée. Et la Chine a compris. La Chine a compris que, tiens, l'Afrique, c'est l'Eldorado de demain. Il faut y aller. Et la Chine a commencé à prendre pied en Afrique. Si aujourd'hui, John Kerry va en République démocratique du Congo, demandant à M. Kabila de se retirer parce que j'ai lu que les États-Unis comptent financer les élections à hauteur de 30 millions de dollars. Si Kabila se retire, je crois que c'est quand même trop ce chantage-là. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne stratégie de la part des États-Unis d'Amérique. Il y a qu'à voir les pays où s'arrête John Kerry. Éthiopie, pays stratégique, Sud-Soudan, ils sont venus séparer un pays pour prendre du pétrole. L'Angola, le pétrole, la RDC, il y a tout. Alors qu'en Afrique, mais ce n'est pas seulement le pétrole. Il y en a tout. République démocratique du Congo, il y a l'uranium, il y a tout. Il y a tout. Mais le problème, c'est quoi? Enfin, pour en finir, c'est quand même aberrant de voir un pays comme les États-Unis qui vont dans des pays où on entend parler que parce que la Chine a pris pied. Mais Centrafrique, par exemple. Centrafrique a beaucoup de potentialités. La Centrafrique se meurt. Pourquoi ne pas soutenir? Pourquoi ne pas chercher les voies et moyens à trouver la solution? Mais on va dans les pays qui se portent bien et on menace les gens de ne pas se représenter. Vous savez bien qu'ils ont des sous-traitants en Centrafrique. Dreyfus Luyebo, vous savez bien. Ce sera le mot de la fin. Concernant la tournée actuelle de John Kerry en Afrique, vous savez, le monde aujourd'hui ressemble un peu à un petit village où nous sommes une même famille. Et dans ce petit village, nous ne pouvons pas empêcher aux uns et aux autres d'avoir leur propre opinion sur tel ou tel sujet.
John Kerry, en l'occurrence, a sa propre opinion, bien évidemment, sur ce qui devrait éventuellement se passer en République démocratique du Congo, en l'occurrence le Congo-Kinshasa. Néanmoins, il y a également quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Les États africains sont également des États souverains. Donc, le moment venu, il y a des élus qui sont en place, il y a une population, il y a les Congolais de Kinshasa. Le Congo-Kinshasa est un État souverain qui, lui aussi, en fonction de son organisation interne, prendra la décision le moment venu. Allez, messieurs, je suis obligé d'avancer puisque, évidemment, on a pris quelques retards. Et nous allons recevoir tout de suite mon invité dans la seconde partie de l'émission, Jean-Marc Pitt, qui est grand reporter à France Télévisions. Il a écrit son deuxième roman, son second ouvrage, qui s'intitule « Usurpation » aux éditions du Préau. Messieurs, merci à Gabriel Barga. On se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. Ouh, je sais pas, peut-être que je serai en voyage, comme John Kerry. En voyage, vous nous tenez au courant. Peut-être. Peut-être, pas sûr, à confirmer. On se retrouvera. Salomon Cotreau, à bientôt. À très bientôt. Ancien député du RCA. Oui. De la RCA, pardon. Dreyfus Louyebo, à bientôt aussi, acteur politique et auteur, consultant pardon, et acteur. Et auteur aussi. Et auteur surtout. À très bientôt. À très bientôt. Et enfin, à très bientôt aussi à monsieur Farid Temsamani, qui est acteur politique et puis consultant. Merci Edil. Merci ces jeunes messieurs. Tout de suite, maintenant, c'est mon invité, c'est Jean-Marc Pitt. Ça se passe dans Ça fait débat. À tout de suite.